Une mendiante va réparer un tracteur de 800 000 €. Ils se sont moqués d'elle à l'atelier. L'ingénieur l'a poussée vers la machine en criant « Prouve que tu n'es pas inutile ». Mais quand elle a ouvert le capot, il est resté figé. « Ce n'est pas une panne, c'est du sabotage », a murmuré l'ingénieur. Il a pâli, et quand elle a pointé un détail caché, tous ont reculé d'un pas. Mais ce qu'elle allait découvrir, personne n'était préparé à l'entendre. Le domaine Saint-Christophe n'était pas une exploitation ordinaire. C'était l'une des plus grandes fermes céréalières de toute la Beauce, avec plus de 2500 hectares de blé et d'orge qui s'étendaient à perte de vue. Propriété de M. Gustave Moreau, un agriculteur de 54 ans qui avait bâti son empire avec travail acharné et principes inébranlables. M. Gustave était de ces hommes sérieux, de paroles fermes, qui se levaient à 5 heures du matin et connaissaient chaque mètre de sa terre. Il avait hérité de 200 hectares de son père et en 30 ans de labeur sans relâche, avait multiplié cette surface par 12. Chaque grain de blé qui sortait de ses terres portait l'empreinte de sa sueur, de ses nuits blanches pendant les tempêtes, de ses prières silencieuses pendant les sécheresses. Mais Paola venait d'un monde que personne au domaine ne pouvait imaginer. Elle vivait littéralement dans la rue, sous le pont Neuf à Chartres, dormant sur des cartons humides, avec sa mère veuve et ses 3 petits frères. Chaque matin, pendant que d'autres allaient travailler, Paola et sa famille se postaient devant la cathédrale Notre-Dame de Chartres, tendant la main aux touristes et aux fidèles. L'hiver était le pire. Quand le vent glacial de janvier soufflait sous les arches du pont, Paola serrait ses frères contre elle, utilisant son propre corps comme bouclier contre le froid. Elle avait appris à reconnaître les signes de l'hypothermie, à frotter les petits pieds gelés de ses frères pour maintenir la circulation sanguine. « S'il vous plaît, une pièce pour mes petits frères », disait-elle avec cette honte qui brûle l'âme. Les regards des passants étaient parfois pires que le froid. Certains la fixaient avec dégoût, d'autres avec une pitié condescendante, qui lui donnait envie de disparaître sous terre. Mais c'étaient les regards d'indifférence qui faisaient le plus mal. Ses yeux qui glissaient sur elle comme si elle n'existait pas, comme si elle était un déchet urbain à contourner. Mais Paola avait un secret. Chaque soir, quand la nuit tombait et que les rues se vidaient, elle ne restait pas à mendier. Elle se glissait jusqu'au vieux garage abandonné de la rue Saint-Pierre, où vivait son grand-oncle Marcel, un mécanicien à la retraite qui avait tout perdu sauf ses outils et sa passion pour les moteurs. Marcel Flores avait été, dans sa jeunesse, l'un des mécaniciens les plus respectés de la région. Il avait travaillé pour des concessionnaires prestigieux, réparé des machines que d'autres déclaraient irréparables. Mais la vie l'avait brisé. Un divorce douloureux, des investissements malheureux, une maladie qui avait dévoré ses économies. Dans ce garage délabré, rempli d'outils rouillés et de manuels techniques déchirés, ce vieux sage lui avait tout enseigné pendant 10 années complètes. Il lui avait appris à écouter le ronronnement d'un moteur pour savoir exactement ce qui ne fonctionnait pas, à sentir la température d'une transmission en posant simplement la main, à lire les manuels techniques en anglais que personne d'autre ne comprenait. Marcel avait une méthode particulière. Il bandait les yeux de Paola et lui faisait identifier les pièces uniquement au toucher. « Tes yeux peuvent te tromper, ma petite, mais tes mains, jamais. Elles sentent ce que les yeux ne voient pas. »« Ma petite, » lui disait Marcel avec ses mains tremblantes d'arthrite, « un jour, tes mains sales de graisse vaudront plus que toutes les mains propres qui te donnent des pièces par pitié. » Il lui racontait des histoires de grands mécaniciens, de femmes qui avaient défié les préjugés de leur époque pour exceller dans des métiers d'hommes. Il lui parlait de Bertha Benz, qui avait conduit la première automobile sur longue distance, de ces ouvrières d'usine pendant les guerres qui avaient assemblé des tanks et des avions. Le talent n'a pas de genre, Paola, et la pauvreté n'est pas une sentence à vie. Pendant la journée, Paola mendiait pour survivre, mais certains soirs, elle réparait en cachette les vieux tracteurs et motoculteurs des petits agriculteurs qui ne pouvaient pas se payer un vrai mécanicien.
Il la payait 20, 30 euros. De quoi acheter du pain pour ses frères. Ces petits agriculteurs gardaient le secret. Ils avaient honte d'avouer qu'ils faisaient appel à une adolescente sans abri pour réparer leur machine. Mais quand Paola posait ses mains sur un moteur malade, quelque chose de magique se produisait. Elle fermait les yeux, écoutait, touchait et trouvait toujours le problème. Entre la mendicité et ses petits travaux clandestins, la famille survivait avec à peine 850 euros par mois. Les gens de Chartres la connaissaient. « Ah, la petite mendiante qui traîne toujours devant la cathédrale », disait-il. Certains crachèrent par terre en la voyant, d'autres détournèrent le regard. Les enfants se moquaient. « Regarde la clocharde, elle sent mauvais ». Paola encaissait tout, serrant les dents, pensant à ses petits frères qui avaient faim. Elle avait développé une carapace invisible, une armure émotionnelle qui lui permettait d'endurer les humiliations quotidiennes sans craquer. Mais la nuit, seule sur ses cartons, elle pleurait en silence pour ne pas réveiller sa mère. Un jour, en fouillant dans une poubelle derrière la mairie pour trouver des journaux pour se couvrir la nuit, Paola a trouvé un papier froissé. Une annonce d'emploi du domaine Saint-Christophe, recherche assistant mécanicien. Son cœur s'est mis à battre comme un tambour de guerre. C'était ça, l'opportunité de sa vie, la chance de sortir sa famille de la rue, de ne plus tendre la main, de ne plus voir ses frères pleurer de froid la nuit. Elle a relu l'annonce 10 fois, 20 fois, mémorisant chaque mot comme une prière. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle a passé des heures à réviser mentalement tout ce que Marcel lui avait appris, à se préparer pour l'entretien le plus important de sa vie. Elle a lavé sa combinaison jaune usée dans la fontaine publique, frottant chaque tache avec acharnement jusqu'à ce que ses mains soient rouges et gonflées. Elle a frotté ses mains avec du savon volé dans les toilettes publiques pour enlever la crasse sous ses ongles. Elle s'est coupé les cheveux elle-même avec des ciseaux émoussés, essayant de paraître présentable. Elle a rassemblé les outils que son grand-oncle Marcel lui avait légués avant de mourir. Un pied à coulisses numériques Mitutoyo, son unique trésor, des clés anglaises, un multimètre vieux mais fonctionnel, tous rangés dans un sac à dos trouvé dans une benne. Avec ses derniers 30 euros gagnés en réparant un motoculteur, elle a acheté un billet de bus pour le domaine Saint-Christophe. Dans le bus, elle sentait les regards des autres passagers sur elle. Une femme a même changé de place pour s'éloigner. Paola fixait la fenêtre, regardant défiler les champs de blé doré, se demandant si elle avait le droit de rêver d'une vie meilleure. Quand elle est descendue du bus à l'entrée du domaine, les travailleurs qui fumaient leur pause l'ont vue arriver. Une fille maigre, avec sa combinaison jaune trop grande, ses cheveux mal coupés, ses bottes trouées. Et surtout, cette odeur. L'odeur de quelqu'un qui dort dehors, qui se lave dans les fontaines publiques, qui vit dans la rue. « C'est qui, celle-là? Une clocharde ?» a murmuré un ouvrier agricole. « Elle vient mendier ici maintenant ?» a ri un autre. Leur rire résonnait, comme des coups de marteau sur son âme déjà meurtrie. Elle a été reçue par Octave Sancerre, le chef de maintenance du domaine. Octave était un homme de 42 ans, grassouillet, avec un ventre proéminent qui dépassait de sa ceinture à grosses boucles et une attitude qui criait « Je sais tout » dès qu'il ouvrait la bouche. C'était le genre d'homme qui compensait son incompétence par l'arrogance, qui écrasait les autres pour se sentir grand. Il avait obtenu son poste non pas par mérite, mais par des années de flatterie envers l'ancien propriétaire et des manœuvres politiques sournoises. Dès qu'Octave a vu Paola, son visage s'est tordu de dégoût. Il a littéralement reculé d'un pas en portant la main à son nez. « Mon Dieu, qu'est-ce que... Tu es qui, toi? Une mendiante? Tu t'es trompé d'adresse, ma pauvre. Le centre d'aide sociale est en ville. Je viens pour le poste d'assistant mécanicien, a dit Paola d'une voix tremblante. J'ai vu l'annonce et Octave a explosé de rire. Un rire gras, méchant, qui a fait tourner les 3 mécaniciens qui étaient à proximité. Rémi, Louis et Baptiste. Ces 3-là formaient la cour d'Octave, ces laquais fidèles qui riaient à toutes ses blagues et exécutaient ses ordres sans question. « Vous entendez ça, les gars ?
La clocharde veut être mécanicienne. Elle vient mendier un boulot maintenant. Les 3 mécaniciens se sont approchés, formant un cercle autour de Paola comme des prédateurs autour d'une proie. Rémi, le maigre à la moustache clairsemée, s'est pincé le nez de façon théâtrale. « Putain, elle pue! Elle a dormi dans une poubelle ou quoi ?»« Regarde ses fringues !» a ricané Louis, le gros, au t-shirt transpirant. « On dirait qu'elle les a trouvés dans une benne à ordures. Et elle veut toucher nos quattracs qui valent 800 000 € chacun ?» a ajouté Baptiste en se tenant les côtes de rire. « Avec ses mains sales de mendiante ?» Paola sentait les larmes monter. Elle serrait son sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier. Les moqueries pleuvaient de toutes parts, chaque mot comme une gifle. Elle pensait à faire demi-tour, à courir vers l'arrêt de bus, à retourner sous son pont où au moins personne ne la regardait avec autant de mépris. « Va plutôt tendre la main devant la cathédrale, c'est tout ce que tu sais faire. Ici, c'est pas la soupe populaire, ma pauvre. Dégage avant qu'on appelle la police pour vagabondage. » Octave s'est approché si près que Paola pouvait sentir son haleine de café. « Écoute-moi bien, la mendiante, je ne sais pas quel culot t'a fait venir ici, mais ici, on travaille avec des machines de plusieurs centaines de milliers d'euros. On n'embauche pas des clochards qui puent et qui dorment sous les ponts. Alors tu prends ton sac à poubelle et tu dégages avant que... Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix était grave, autoritaire. Monsieur Gustave Moreau venait d'apparaître, attiré par le bruit. C'était un homme grand aux larges épaules, cheveux gris parfaitement peignés, avec ce port qu'ont les agriculteurs qui ont travaillé la terre toute leur vie. Il portait une chemise blanche impeccable et des bottes campagnardes en cuir véritable. Son regard balayait la scène avec la précision d'un homme habitué à évaluer les situations en un instant. « Rien, monsieur Gustave », a dit Octave en reprenant contenance, son sourire moqueur remplacé par une expression servile. « Juste une mendiante qui s'est perdue. Je la renvoyais. » Monsieur Gustave a regardé Paola. Ses yeux gris pénétrants se sont posés sur elle, sur sa combinaison usée, sur son sac à dos rapiécé, sur ses mains tremblantes. Il a vu la peur dans ses yeux, mais aussi autre chose, une détermination farouche, une flamme qui refusait de s'éteindre malgré les humiliations. Puis il a vu quelque chose dans ses yeux, une lueur qu'il connaissait bien, la lueur de ceux qui ont du talent, mais que personne ne veut voir. « Comment tu t'appelles » a-t-il demandé doucement, ignorant complètement Octave. « Paola Flores, monsieur. Je viens pour l'annonce d'assistant mécanicien. » Un silence de mort s'est abattu. Les oiseaux eux-mêmes semblaient avoir cessé de chanter. Octave a ouvert la bouche pour protester, mais monsieur Gustave a levé la main. « Flores, tu es de la famille de Marcel Flores ?» Paola a hoché la tête, surprise que quelqu'un connaisse son grand-oncle. « C'était mon grand-oncle. Il m'a tout appris sur les moteurs avant de mourir. » Le visage de monsieur Gustave s'est adouci. Des souvenirs remontaient, des souvenirs d'un autre temps. Marcel. Ce vieil homme a réparé mon premier tracteur John Deere il y a 30 ans. Tout le monde me disait que la machine était bonne pour la casse, que je devais en acheter une nouvelle. Mais Marcel, avec ses mains tremblantes et ses outils usés, l'a ressuscité. Il vivait dans un garage abandonné, mais il avait plus de génie dans ses mains tremblantes que 10 ingénieurs diplômés. Il m'avait parlé d'une petite nièce qu'il formait. « C'était moi, monsieur », a dit Paola, et maintenant les larmes coulaient librement, mais c'étaient des larmes de gratitude. Quelqu'un se souvenait de Marcel, quelqu'un reconnaissait sa valeur. Il m'a tout enseigné, les moteurs, les systèmes hydrauliques, les transmissions, tout. Chaque soir, pendant 10 ans, même quand il était si malade qu'il pouvait à peine tenir debout. Monsieur Gustave a regardé Octave. « Elle commence demain, salaire, 1500 € par mois. » Octave est devenu rouge comme une tomate, les veines de son cou palpitaient visiblement. « Monsieur Gustave, avec tout le respect que je vous dois, c'est une clocharde. Elle dort dans la rue. Elle sent mauvais. Elle commence demain, » a répété monsieur Gustave, d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. « Donne-lui une douche, des vêtements de travail propres,
et traite-la avec respect. C'est un ordre. Il s'est tourné vers Paola, et pour la première fois depuis des années, quelqu'un la regardait comme un être humain digne de respect. Demain, 7 heures, soit à l'heure. Puis il est parti vers sa Land Cruiser blanche, laissant derrière lui un silence pesant. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à Moteur et Espoir et activez les notifications. Laissez un like et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Dès que M. Gustave est parti, le visage d'Octave s'est transformé. Ce n'était plus de la moquerie, c'était de la haine pure. Une haine viscérale, celle d'un homme médiocre face à quelqu'un qui menace de révéler son incompétence. Il s'est approché de Paola, si près qu'elle pouvait voir les veines palpiter sur son cou rouge. « Écoute-moi bien, la mendiante », a-t-il sifflé entre ses dents, sa voix basse pour que personne d'autre n'entende. « Je ne sais pas quel tour de passe-passe tu as fait, mais ici, dans mon atelier, tu n'es rien. Tu es une clocharde qui pue la pisse et qui dort sous les ponts. Tu feras ce que je te dis, quand je te le dis. Et si tu l'ouvres une seule fois, je te jette dehors plus vite que tu ne peux dire aumône. Compris ?» Paola a hoché la tête, les joues brûlantes de honte. Son rêve d'une nouvelle vie commençait déjà à se fissurer. Et maintenant, dégage de ma vue avant que je vomisse. Ce soir-là, Paola est retournée sous le pont Neuf. Le trajet en bus lui a semblé interminable, chaque kilomètre pesant comme du plomb. Mais quand elle a vu sa mère et ses petits frères, tout s'est illuminé. Elle a raconté la nouvelle. Ils ont pleuré de joie, serrés les uns contre les autres sur leur carton humide. 500 € par mois. C'était un miracle, c'était une vie nouvelle. Sa mère, Maria, a pris son visage entre ses mains et l'a embrassé sur le front. « Ma fille, ma courageuse fille, ton père serait si fier de toi. » Mais Paola, allongée sur son carton cette nuit-là, en regardant les étoiles à travers les arches du pont, sentait un nœud dans l'estomac. Elle ne savait pas que ce qui l'attendait au domaine Saint-Christophe allait être un enfer. Elle ne savait pas qu'Octave allait la transformer en objet de torture quotidienne, mais elle ne savait pas non plus qu'elle portait en elle le pouvoir de faire trembler tout un empire de mensonges. Les premiers jours de Paola au domaine Saint-Christophe ont été pires qu'un cauchemar. Ils ont été une descente aux enfers. Mais avant de vous raconter l'humiliation systématique qu'a subie cette jeune fille mendiante, vous devez comprendre la situation désespérée dans laquelle se trouvait M. Gustave Moreau. Le domaine Saint-Christophe possédait 3 tracteurs CAZ IH Quatrac 620. Ces machines rouges imposantes, qui ressemblent à des monstres de métal et qui coûtent chacune 800 000 €. 3 machines qui, pendant la saison des récoltes, devraient fonctionner 20 heures par jour, moissonnant les champs sans arrêt. Ces géants mécaniques étaient le cœur battant du domaine, les piliers sur lesquels reposait tout l'empire agricole de M. Gustave. Mais ces 3 tracteurs étaient depuis 8 mois le cauchemar de M. Gustave. Ils tombaient constamment en panne. Une semaine, c'était le système hydraulique du numéro 1. 3 jours plus tard, la transmission du numéro 2. Ensuite, le moteur du numéro 3. Et chaque panne signifiait des pertes massives. Les mécaniciens du village venaient, grattaient leur tête, essayaient des solutions qui ne marchaient jamais. Les experts de Lyon facturaient des fortunes pour des diagnostics qui ne réglaient rien. En 8 mois, M. Gustave avait perdu 3 récoltes complètes. Le calcul était dévastateur. 4,2 millions d'euros de pertes. Le domaine qui produisait 180 hectares par jour arrivait maintenant à peine à 60 hectares. Les 47 travailleurs chuchotaient nerveusement, craignant pour leurs emplois. Des familles entières dépendaient de ce domaine, des générations de travailleurs qui avaient fait leur vie ici. Et au milieu de tout cela, Octave Sancerre, avec son ventre proéminent et son air de je sais tout, blâmait tout sauf lui-même. Les machines ne sont plus ce qu'elles étaient, monsieur Gustave. C'est la faute aux constructeurs modernes, ils ne font plus de qualité. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un fournisseur spécial à Lyon qui trouve des pièces originales à bon prix.
Et M. Gustave, désespéré, signait les chèques. Il signait parce qu'il n'avait pas d'autre choix, parce qu'il faisait confiance à l'homme qu'il avait embauché 6 ans plus tôt, parce qu'il croyait encore à la loyauté et à l'honnêteté. Quand Paola est arrivée ce premier jour, Octave l'attendait avec un sourire venimeux. Il lui avait fait prendre une douche dans les vestiaires, pour que tu sentes moins la poubelle, et lui avait donné une combinaison propre. Mais ça ne changeait rien à ses intentions. Dans sa tête, un plan se formait déjà pour briser cette intruse qui menaçait son petit empire de corruption. « Très bien, la mendiante, je vais t'apprendre ta place ici. » Il l'a emmenée à l'atelier mécanique où les 3 Case IH Quadtrac 620 reposaient comme des géants endormis. Ces machines impressionnantes, avec leurs chenilles massives et leurs cabines hautes perchées, auraient dû faire battre le cœur de n'importe quel mécanicien. Mais pour Paola, elle représentait une promesse, la promesse d'une vie meilleure pour sa famille. Voici le numéro 2. Il a une panne hydraulique. Toi, tu vas m'aider en m'apportant un café, avec 2 sucres. Et c'est ainsi qu'a commencé l'enfer de Paola. Pendant toute cette première semaine, elle n'a pas touché une seule machine. Elle était la servante, la femme de ménage, le souffre-douleur. La mendiante, va balayer. La clocharde, apporte-nous à manger. L'ex-SDF, nettoie ce sol. Chaque ordre était accompagné de rires, de moqueries, de regards méprisants. Octave prenait un plaisir sadique à l'humilier devant les autres. Il l'envoyait faire les tâches les plus dégradantes, nettoyer les toilettes, ramasser les déchets, vider les poubelles, tout en lui rappelant constamment ses origines. Mais le pire, c'était l'humiliation publique. Octave s'assurait que tout le monde, absolument tout le monde au domaine, sache que Paola était une ancienne mendiante. « Regardez tous !» criait-il quand elle passait. « Voici notre nouvelle mécanicienne. Avant, elle dormait sous les ponts. Maintenant, elle joue à la professionnelle avec sa petite combinaison propre. Vous trouvez pas ça mignon ?» Les rires résonnaient comme des coups de fouet. Paola serrait les dents, avalait ses larmes et continuait. Chaque nuit, elle rentrait sous son pont épuisé, mais elle ne disait rien à sa mère. Elle souriait, racontait des histoires inventées sur ses journées, protégeant sa famille de la vérité cruelle. Un jour, devant un groupe d'ouvriers agricoles à la pause déjeuner, Octave a organisé un spectacle. « Hé, la mendiante, viens ici !» Paola s'est approchée, le cœur battant. Une 30aine de personnes mangeaient leur sandwich et tous les regards se sont tournés vers elle. « Allez, fais ce que tu sais faire de mieux. Tends la main et demande l'aumône. Allez !» Les travailleurs riaient. Certains sortaient leur portable pour filmer. Une femme de la cantine a détourné le regard, mal à l'aise, mais n'a rien dit. « Allez, dis s'il vous plaît, une petite pièce. C'est ça que tu disais devant la cathédrale, non ?» Les larmes coulaient sur les joues de Paola, mais elle ne bougeait pas. Sa dignité, cette dignité que Marcel lui avait appris à protéger, était tout ce qui lui restait. « Je suis venu ici pour travailler, pas pour mendier », a-t-elle murmuré. « Travailler » a explosé Octave, rouge de colère face à sa résistance. « Tu appelles ça travailler ? Tu es une clocharde qui ne sait rien faire d'autre que tendre la main. Les moteurs de 692 chevaux, c'est pas pour des mains qui ont fouillé dans les poubelles. N'oubliez pas de laisser un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez. Votre soutien est important pour nous. » Un autre jour, Octave l'a envoyé nettoyer le sol de l'atelier avec un seau et une serpillière, juste au moment où M. Gustave passait faire sa ronde. C'était calculé, bien sûr. Octave voulait que le patron voie la mendiante à sa vraie place. « Regardez, Monsieur Gustave, la mendiante fait ce qu'elle fait de mieux, nettoyer. C'est déjà mieux que de fouiller les poubelles, vous trouvez pas ?» Monsieur Gustave a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Il était préoccupé par les problèmes des machines, par les pertes financières qui s'accumulaient, et Paola a senti son dernier espoir s'éloigner. Elle était invisible, même pour l'homme qui l'avait embauchée. Pendant ce temps, elle observait. Oh, comme elle observait. Elle voyait Octave et ses 3 mécaniciens installer des pièces qui avaient de l'air étranges, des pompes qui ne semblaient pas tout à fait justes, des filtres trop légers, des connecteurs qui forçaient.
Son instinct de mécanicienne, aiguisé par des années d'apprentissage avec Marcel, lui criait que quelque chose n'allait pas. Mais elle ne disait rien. Elle était la mendiante. Qui la croirait? Puis est arrivé ce vendredi après-midi, le moment qui allait tout changer. Octave venait de recevoir une grosse livraison de son fournisseur de Lyon. Un carton énorme avec le logo Case IH, un logo qui, aux yeux exercés de Paola, semblait légèrement différent de ce qu'elle avait vu dans les manuels. Il a ouvert le carton théâtralement devant tous les travailleurs qui se rassemblaient pour toucher leur paie hebdomadaire. « Regardez ça, une pompe hydraulique originale Case IH pour le Quadtrac 620. Elle coûte 35 000 €. C'est ça, une vraie pièce de qualité. » Puis son regard s'est posé sur Paola. Et ce sourire de serpent est apparu. « Hé, la mendiante, viens ici. » Paola s'est approchée, tremblante. Elle sentait que quelque chose de différent se préparait. Ça fait 1 semaine que tu es là et tu n'as toujours rien fait d'utile. Alors, je vais te donner ta chance, une vraie chance de prouver ce que tu vaux. Il a levé la pompe hydraulique. Tu vas installer cette pompe dans le case numéro 2, maintenant, devant tout le monde. Les 47 travailleurs formaient maintenant un cercle. Les portables sortaient pour filmer. L'air était électrique, chargé d'anticipation. Et pour rendre ça intéressant, si une ancienne clocharde comme toi, qui fouillait dans les poubelles il y a 2 semaines, arrive à installer correctement cette pompe de 35 000 € dans une machine de 800 000 €, je démissionne. Ici, devant tout le monde. « Ouh !» ont crié les travailleurs. « Et si tu échoues, et tu vas échouer, toi, tu dégages. Et tu retournes dormir sous ton pont, et tu demandes pardon à Monsieur Gustave pour lui avoir fait perdre son temps avec tes mensonges de mendiante. » Octave filmait déjà. « Je vais envoyer ça sur tous les groupes WhatsApp de mécaniciens de la région. La clocharde qui croyait savoir réparer des tracteurs, ça va faire un carton. » Rémi, Louis et Baptiste se tordaient de rire, se donnant des coups de coude, certains de la victoire de leur chef. Paola a regardé la pompe. Elle a regardé le tracteur. Elle a regardé les 47 visages qui attendaient son humiliation finale. Et elle a pensé à ses petits frères sous le pont, à sa mère qui pleurait la nuit quand elle croyait que personne ne l'entendait, aux 1 500 € qui pouvaient changer leur vie, à Lucas, 8 ans, qui rêvait de retourner à l'école, à Pierre, 10 ans, qui toussait de plus en plus fort chaque nuit à cause du froid, à Thomas, 12 ans, qui avait cessé de sourire depuis des mois. Elle a pensé à son grand-oncle Marcel qui lui avait dit dans ce garage délabré « Ma petite, les gens te voient comme une mendiante, mais toi, tu sais la vérité. Tu as dans tes mains un don que l'argent ne peut pas acheter. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne vaux rien. »« J'accepte », a-t-elle dit d'une voix claire. Le silence s'est fait, puis les rires ont explosé. Octave souriait, triomphant. Il s'imaginait déjà la vidéo virale de la mendiante qui échoue et pleure. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Paola était sur le point de faire exploser la vérité la plus sombre que le domaine Saint-Christophe ait jamais connue. Paola Flores, cette ancienne mendiante de 18 ans, avec sa combinaison jaune, se tenait devant le Case IH Quadtrac 620 numéro 2. Autour d'elle, 47 travailleurs filmaient avec leur portable, attendant le spectacle de son échec. Octave avait ce sourire de victoire. Rémi, Louis et Baptiste se donnaient des coups de coude en ricanant. Le soleil de l'après-midi entrait par les hautes fenêtres de l'atelier, comme si le destin lui-même éclairait cette scène. Les rayons dorés tombaient sur le tracteur rouge, créant une atmosphère presque sacrée. Le tracteur était une bête. 16 tonnes de métal rouge avec un moteur de 692 chevaux. Une machine conçue pour dominer les champs les plus vastes, pour travailler sans relâche du lever au coucher du soleil. Paola a avalé sa salive et s'est approchée. « Alors, la mendiante, tu regrettes déjà ?» a crié Octave. « C'est pas une poubelle à fouiller, c'est une machine de 800 000 €. » Rires généraux. Mais Paola ne répondait pas. Elle s'est approchée du compartiment hydraulique et a ouvert le panneau d'accès avec une clé Allen de 8 mm. Ses gestes étaient précis, automatiques, le fruit de 10 années d'apprentissage. Le système était exposé. Tuyaux de haute pression,
connecteurs en acier, capteurs électroniques, et au centre, la vieille pompe à remplacer. Elle l'a observé longuement. Dans son esprit résonnaient les leçons de Marcel. Regarde avant de toucher, écoute avant de parler, comprends avant d'agir. Dépêche-toi, a crié quelqu'un, on n'a pas toute la journée. Mais Paola était dans sa bulle, un monde silencieux où n'existait que la machine et elle. Elle a pris la pompe neuve qu'Octave lui avait donnée. Elle l'a soupesée. Observé le logo case IH. Vu le numéro de série, tout semblait correct. Mais quelque chose ne collait pas. Un détail infime, une dissonance que son instinct captait, mais que son esprit ne parvenait pas encore à identifier. Elle a commencé l'installation. Déconnecter les tuyaux haute pression de l'ancienne pompe. Desserrer les 4 boulons de 19 mm. Puis elle a essayé de positionner la nouvelle pompe. L'axe d'accouplement devrait s'emboîter avec la transmission du moteur. Mais ça ne rentrait pas. Elle a réessayé. Ajusté l'angle. Vérifié la position. Rien. L'axe n'entrait pas. Et les connecteurs des tuyaux hydrauliques forçaient, comme s'ils étaient trop petits. « Ah !» a explosé Octave. « Vous voyez, la mendiante ne sait même pas tenir une clé. Elle pensait vraiment pouvoir réparer un quad-track. » Les travailleurs riaient. Certains rangeaient déjà leur portable. Le show était fini. Mais alors, Paola a fait quelque chose d'inattendu. Au lieu d'abandonner, elle s'est accroupie et a ouvert son vieux sac à dos. Elle a sorti son trésor, le pied à coulisses numérique Mitutoyo que Marcel lui avait légué. Ce truc valait 400 €, plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé. L'écran digital s'est allumé, les chiffres brillants comme des étoiles dans la pénombre de l'atelier. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Octave, une pointe de nervosité dans la voix. Paola n'a pas répondu. Avec des gestes méticuleux, presque religieux, elle a commencé à mesurer la pompe neuve. Diamètre de l'axe d'accouplement, 47,2 mm. Elle a sorti son vieux portable fissuré et a cherché le manuel technique du Case IH Quad-Track 620. Spécification, l'axe devrait mesurer 50 mm exactement. Son cœur a commencé à battre plus vite. Elle a mesuré le filetage des connecteurs. M16 X 1,5. Le manuel disait M18 X 1,5. Puis, avec des mains tremblantes, mais pas de peur, de colère, elle a examiné le numéro de série gravé sur la plaque. Il commençait par CF29MX. Elle a cherché sur son portable. Toutes les pièces originales Case IH fabriquées après 2015 ont des numéros de série commençant par CNH, suivis de l'année et du code d'usine. Le silence s'est fait dans l'atelier quand Paola s'est levée, tenant la pompe à 2 mains. Et d'une voix ferme, claire, qui ne tremblait pas, elle a annoncé « Cette pièce est fausse, ce n'est pas une originale case IH ». Le silence était si profond qu'on entendait les mouches voler. Les 47 travailleurs se sont figés. Les portables sont ressortis, maintenant vraiment intéressés. Octave est devenu blanc comme un linge. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es qu'une mendiante ignorante. Tu inventes pour... » « Je n'invente rien, a coupé Paola. Et là, mes amis, la petite mendiante qui dormait sous les ponts est devenue une ingénieure. L'axe d'accouplement mesure 47,2 mm au lieu de 50 mm. Les connecteurs sont M16 au lieu de M18. Le numéro de série commence par CF au lieu de CNH, comme toutes les pièces originales. Elle a sorti une petite balance de cuisine de son sac. Et regardez ça, elle a posé la pompe dessus. 3,2 kg. Une pompe originale pour ce système pèse 5,8 kg. Elle est en acier forgé haute résistance. Celle-ci pèse 3,2 kg parce qu'elle est en aluminium bas de gamme, avec un revêtement chromé pour faire joli. La foule était hypnotisée. Cette ancienne mendiante parlait comme un expert. Mais ce n'est pas tout. Elle s'est approchée de l'ancienne pompe qu'elle venait de retirer. Avec des gestes précis, elle l'a démontée. Le logo Case IH était mal imprimé. Le matériau interne n'était pas de l'acier inoxydable, mais de l'aluminium oxydé. Les pistons avaient des marques d'usure prématurées. Les joints en caoutchouc étaient fissurés. Cette vieille pompe est aussi fausse
Et c'est pour ça que les machines tombent en panne chaque semaine. Puis, elle a donné l'explication technique qui a laissé tout le monde bouche bée. Les pompes originales travaillent à 280 bars de pression constante. C'est nécessaire pour déplacer les systèmes qui pèsent 850 kilos et font tourner les lames à 2400 tours minute. Ces pompes contrefaites supportent à peine 180 bars. Quand on les force à 280 bars pendant des heures, elles s'autodétruisent en quelques jours. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas la qualité des machines. On sabote délibérément ces tracteurs avec des pièces pirates. Le silence était absolu. Octave transpirait à grosses gouttes. Rémi, Louis et Baptiste regardèrent le sol, et à ce moment précis, Monsieur Gustave Moreau est entré dans l'atelier. Il avait entendu le bruit, les exclamations, et était venu voir ce qui se passait. Que se passe-t-il ici? Paola, cette ancienne mendiante avec ses mains pleines de graisse, s'est tournée vers lui. Monsieur Gustave, ces pièces vendues comme originales sont des contrefaçons. Si vous révisez tous les achats des derniers mois, vous découvrirez pourquoi vos machines ne fonctionnent pas. C'est pour ça que vous avez perdu des millions. Monsieur Gustave a regardé les pompes démontées. Le pied à coulisses, les mesures sur le portable. Son visage s'est transformé en un masque de compréhension terrible. La vérité le frappait comme un coup de poing. « Octave », a-t-il dit d'une voix dangereusement calme, « explique, maintenant. » Et Octave, cet homme qui avait humilié Paola pendant des jours, qui l'avait traité de mendiante puante, a ouvert la bouche. Mais aucun son n'en est sorti, juste un bégaiement pathétique. La vérité avait explosé. Et ce qui allait suivre changerait tout. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à Moteur et Espoir. Activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous suivez. Les 2 heures suivantes ont été comme regarder un empire s'effondrer en temps réel. Monsieur Gustave a ordonné qu'on apporte toutes les pièces achetées par Octave ces 8 derniers mois. Tous les registres, toutes les factures, tous les justificatifs. Des cartons entiers de documents ont envahi l'atelier. Paola, l'ancienne mendiante, a commencé à examiner pièce par pièce sous les yeux de tous. Pompe à carburant? Fausse. 40% plus légère que spécifié. Matériaux bon marché. Injecteur Bosch? Faux. Tolérances incorrectes. Marquage laser mal aligné. Filtres hydrauliques? Faux. Papier si mince qu'on voyait à travers. Capteur de pression? Faux. Circuit primitif comme dans un jouet. Sur 127 pièces achetées, 119 étaient des contrefaçons. Puis Paola a commencé à examiner les factures. Sa formation avec Marcel incluait aussi la lecture des documents techniques et commerciaux. Il lui avait appris à reconnaître les arnaques courantes dans le milieu. Monsieur Gustave, regardez, cette pompe facturée 35 000 €. Sur les sites chinois de gros, elle coûte 4 500 € avec l'envoi. Il s'est empoché 30 500 € de différence. Une autre facture. Ces injecteurs facturés 89 000 €, prix réel des copies 12 000 €. Différence 77 000 €. Après 1 heure de calcul, le total était dévastateur. Octave avait détourné 1,28 million d'euros en 8 mois. La stratégie était diabolique. Installer des fausses pièces qui cassaient vite, générer un flux constant de réparation, facturer des prix de pièces originales, acheter des contrefaçons chinoises, empocher la différence. Un cycle sans fin de fraude garantie. Monsieur Gustave sentait le sol se dérober sous ses pieds. Ces 4,2 millions de pertes n'étaient pas de la malchance. C'était une trahison calculée de quelqu'un en qui il avait eu confiance pendant 6 ans. Il s'est tourné vers Octave, paralysé contre le mur, trempé de sueur. 6 ans. Je t'ai payé 3 500 € par mois. Je t'ai fait confiance. Et tu me voles? Tu saboterais mon domaine? Tu mettrais 47 familles à la rue? Octave a essayé de parler. Monsieur Gustave, ce sont les fournisseurs qui... Je ne savais pas. Menteur! A crié un travailleur. Les voix se sont multipliées, indignées. Des années de frustration, de récoltes perdues, de nuits blanches à s'inquiéter pour leurs emplois, tout explosait en une colère collective. Alors Octave, acculé, a commis sa dernière erreur.
Il s'est approché de Paola, a sorti son portefeuille gonflé. « Paola, écoute, tu es intelligente. Voilà 20 000 euros cash. Dis juste que tu t'es trompée, que tu ne sais pas bien lire les spécifications, que tu es nouvelle. L'argent est à toi. Pense à tes frères. Tu pourras louer un vrai appartement, sortir de sous ce pont. » Le silence était électrique. 20 000 euros. C'était plus d'argent que Paola n'en avait vu de toute sa vie. De quoi changer radicalement la vie de sa famille. Paola la regardait avec un mélange de pitié et de mépris. Mon grand-oncle Marcel vivait dans un garage délabré. Il n'avait rien, mais il m'a appris quelque chose. La dignité ne se vend pas, même quand on dort sous les ponts, même quand on a faim. Jamais. Gardez votre argent sale. L'atelier a explosé en applaudissements. Des larmes coulaient sur des joues, des hommes et des femmes qui avaient détourné le regard quand on l'humiliait, qui n'avaient rien dit, pleuraient maintenant de honte et d'admiration. Octave, voyant le pot de vin échouer, a changé de tactique. Son visage s'est tordu de menaces. « Tu vas le regretter, sale petite mendiante. J'ai des amis puissants. Je vais te... Tu ne feras rien. » Monsieur Gustave avait son portable à l'oreille. « Commandant Rivière, Gustave Moreau. Venez immédiatement au domaine. J'ai des preuves d'une fraude de plus d'1 million d'euros. » Octave est devenu livide. Il a regardé la porte, regardé Monsieur Gustave, regardé la foule furieuse. Et il a couru. Il a sprinté vers le parking, vers sa Ford Ranger rouge, achetée avec l'argent volé. Il a démarré en trombe, soulevant un nuage de poussière. « Laisse-le partir !» a dit Monsieur Gustave. « J'ai donné son signalement à la police départementale. Il n'ira pas loin. » Il s'est tourné vers Paola, cette jeune fille mince avec sa combinaison tachée de graisse, de l'huile sous les ongles, les cheveux en bataille, mais la tête haute. Monsieur Gustave a ressenti quelque chose d'étrange, de la fierté, du respect, de l'admiration et de la gratitude. « Paola, a-t-il dit doucement, tu viens de me sauver de la ruine, tu m'as ouvert les yeux. Comment puis-je... » Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Paola. « Laissez-moi juste travailler, monsieur Gustave. Laissez-moi prouver que je peux réparer ces machines. C'est tout ce que je sais faire. » Monsieur Gustave a hoché la tête, mais dans son esprit se formaient déjà des plans pour changer la vie de cette fille extraordinaire. La vérité était dévoilée. Mais la partie la plus difficile restait à venir, réparer les dégâts et sauver la récolte. Ce soir-là, après le départ de la police avec les preuves, après que les travailleurs soient rentrés en discutant avec émotion, Monsieur Gustave est resté seul dans son bureau. La vérité était dévastatrice. Octave avait fui vers la Belgique. La police le cherchait. Et pendant ce temps, le plus gros problème restait. La récolte. Dehors, 420 hectares de blé mûr attendaient. Si la récolte n'était pas faite dans les 15 prochains jours, tout pourrirait. 3,5 millions d'euros perdus. Le domaine ferait faillite. 47 familles à la rue. Et les 3 quatracs étaient en panne, remplis de pièces contrefaites inutiles. Le lendemain matin, Monsieur Gustave a appelé Paola dans son bureau. La pièce était simple mais élégante. Des photos de famille sur les murs, des trophées agricoles et une fenêtre donnant sur les champs dorés. « Paola, sois honnête avec moi. Peux-tu réparer ces 3 tracteurs ?» Paola a avalé sa salive, le poids de 47 familles sur ses épaules de 18 ans. « Si vous obtenez les vraies pièces originales Case IH, je peux les réparer, mais j'ai besoin d'une semaine, 7 jours, jour et nuit. » Monsieur Gustave a calculé. Les 119 pièces originales avec envoi express de Lyon, 420 000 euros. Pratiquement tout le liquide qui restait. Si elle échouait, il perdait tout. Mais s'il n'essayait pas, il perdait de toute façon. Fais-le, j'ai confiance en toi. Ce qui s'est passé les 7 jours suivants est devenu légendaire. Les pièces sont arrivées de Lyon le 2e jour. Paola les a reçues comme des trésors sacrés, vérifiant chaque numéro de série, pesant chaque composant, mesurant chaque dimension. Puis elle a commencé à travailler. Levée à 4 heures. Travail jusqu'à 23 heures. Elle mangeait des sandwichs sans sortir de l'atelier.
Elle se douchait avec un tuyau pour ne pas perdre de temps. Elle dormait 3 heures sur des cartons, ironie du sort, les mêmes cartons que ceux de sous le pont. Elle a attaqué le case numéro 2, retiré les 43 pièces contrefaites, nettoyé chaque connexion, installé les pièces originales avec précision millimétrique, 85 nm pour les boulons de la pompe, 120 nm pour les supports. Elle a recalibré tout le système à 280 bars, purgé l'air, reprogrammé l'ordinateur central. Les travailleurs venaient la voir après leur service. Ils la regardaient avec admiration quasi religieuse. Cette ancienne mendiante démontait des systèmes de centaines de kilos, lisait des diagrammes complexes, parlait en termes techniques comme de la poésie. Certains lui apportaient du café, des sandwichs, des mots d'encouragement. L'atmosphère avait complètement changé. Jour 4. Le case numéro 2 a rugi à la vie. Le moteur Cursor 13 ronronnait parfaitement. Les systèmes hydrauliques répondaient avec précision chirurgicale. Monsieur Gustave avait les larmes aux yeux, mais Paola n'a pas célébré. Il en reste 2. Jour 6. Les 3 tracteurs étaient opérationnels. 119 pièces remplacées. 3 systèmes recalibrés. 3 ordinateurs reprogrammés. Jour 7, 6 heures du matin. Les 3 cases IH Quadtrack 620 sont sortis de l'atelier en rugissant comme des dragons, prêts à dévorer les 420 hectares. La récolte a commencé immédiatement. 180 hectares par jour. Les camions allaient et venaient, débordant de grains. L'argent circulait à nouveau. Après 8 mois de cauchemar, les machines fonctionnaient enfin. Jour 15. Le dernier hectare moissonné. Les travailleurs ont organisé une fête spontanée dans la cour du domaine. Du vin, de la musique, des danses. Et au centre de tout, Paola, gênée par toute cette attention. Monsieur Gustave a voulu remercier Paola personnellement. Quelle est ton adresse? Sous le pont Neuf à Chartres, monsieur. Ce qu'il a trouvé lui a brisé le cœur. Paola vivait littéralement sous un pont. Des cartons humides. Pas d'eau, pas de toilette. Sa mère épuisée, ses 3 petits frères serrés sur un matelas pourri. Dans ce trou, cette famille de 5 personnes survivait. La fille, qui venait de sauver un empire de 3,5 millions d'euros, dormait sous un pont. Monsieur Gustave a ressenti une honte profonde. Honte de ne pas avoir vu avant le trésor qu'il avait. Honte d'avoir laissé cette famille survivre dans de telles conditions pendant qu'il signait des chèques pour des pièces qui n'existaient pas. Paola, ça va changer, je te le promets. Et monsieur Gustave Moreau était un homme de parole. Une semaine plus tard, Paola promue chef de maintenance. Salaire, 2800 € par mois. Mais ce n'était que le début. Monsieur Gustave a fait construire une vraie maison pour la famille. 3 chambres, salle de bain, cuisine équipée, sol en carrelage, toit solide. Coût 180 000 €. Le meilleur investissement de sa vie. Il a financé les études des 3 frères dans des écoles privées. Lucas a retrouvé le sourire, Pierre ne tousse plus. Thomas rêve de devenir ingénieur comme sa sœur. Il a offert de payer la carrière complète de Paola en ingénierie mécanique à l'université d'Orléans. Plus encore, il a créé la fondation Paola Flores, un programme de bourse pour jeunes femmes défavorisées voulant étudier des métiers techniques. À ce jour, 23 jeunes filles sont devenues mécaniciennes, soudeuses, électriciennes grâce à cette fondation. Chacune d'elles porte en elle l'histoire de Paola, la preuve vivante que le talent peut surgir des endroits les plus inattendus. 2 ans plus tard, Paola Flores, 20 ans, diplômée meilleure étudiante de sa promotion en ingénierie mécanique. La plus jeune et respectée ingénieure de la Beauce. Elle supervise la maintenance de 3 domaines, 18 machines valant 9,5 millions d'euros. Sa mère, superviseur de la cantine du domaine, salaire digne. Elle cuisine avec amour pour les travailleurs qui ont fini par devenir sa famille. Ses frères, excellente note. Il rêve de suivre ses pas. Et Octave Sancerre, capturé 3 mois plus tard près de la frontière belge, tentant de passer en Allemagne avec une valise pleine d'argent liquide. Condamné à 8 ans de prison pour fraude aggravée. En prison, il travaille à l'atelier mécanique réparant les bus du pénitencier. L'ironie.
Le domaine Saint-Christophe bat des records de production depuis 2 ans. Et M. Gustave, dans chaque interview, raconte la même histoire. L'histoire d'une mendiante de 18 ans qui a sauvé son empire. Le talent n'a pas de genre. L'honnêteté n'a pas de prix. La valeur d'une personne ne se mesure jamais par où elle dort, ce qu'elle possède ou son apparence. Elle se mesure par son cœur, son savoir et son intégrité. Paola, quand on lui demande son secret, « Mon grand-oncle Marcel m'a appris qu'un vrai mécanicien comprend plus que les moteurs. Il comprend la dignité, la vérité, faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. C'est la différence entre un technicien et un professionnel. » Cette histoire est vraie, mes amis. Elle nous enseigne que le talent le plus extraordinaire vient parfois des endroits les plus humbles. Que l'honnêteté triomphe toujours de la tromperie. Qu'une seule personne courageuse peut changer le destin de beaucoup. Ne jugez jamais quelqu'un qui dort sous un pont. Parce que peut-être, juste peut-être, cette personne est exactement celle dont vous avez besoin pour sauver tout ce que vous avez. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à Moteur et Espoir, laissez un like et dites-nous en commentaire de quelle ville de France vous nous suivez. Votre soutien fait toute la différence. Merci de faire partie de cette communauté.